On a fait venir 450 personnes à Breda il y a quelques années. On a fait un livre parce qu'on découvrait que Breda, c'était la ville durable dans tous les sens du terme. Et on peut dire aussi, c'était le moment où en France, on se demandait ce que c'était que le développement durable. C'était quelque chose de très technique et on découvre que Breda, au contraire, considère que le développement durable, c'est un mode de vie. C'est un mode de vie dans une ville petite, c'est une ville de 185 000 habitants, avec dans on va dire une agglomération, il y a plutôt 650 000, mais votre ville est une ville, on va dire, moyenne, enfin même plus. En France, ce serait une grande ville. Pour les Pays-Bas, c'est une petite ville. Et dans cette petite ville, il y a 280 personnes qui travaillent sur l'urbanisme, ce qui vous montre un peu la différence d'échelle avec ce que nous connaissons en France. Et le développement durable est chez vous une obligation parce que, vu que vous subissez un couloir de pollution qui va de la Grande-Bretagne jusqu'à la Roure, en passant par Anvers, alors que Breda n'est pas une ville industrielle, vous avez des taux de pollution terribles, et pour pouvoir construire, ils doivent être durables. Donc, ils sont exemplaires et ils ont reçu un paquet de prix, en particulier le prix de la ville la plus durable à plusieurs reprises, prix qui n'est pas donné par l'État comme en France, mais qui est donné par des associations qui font des enquêtes. Ce qui vous montre aussi les différences de culture considérables entre la France et les Pays-Bas, où ce sont plutôt donc, des associations qui donnent les prix. Vous avez reçu aussi récemment, plusieurs fois, le prix du meilleur centre-ville, ce qui, aux Pays-Bas, est quand même une sacrée distinction parce que vous connaissez les centres-villes hollandais qui sont en général tout à fait remarquables. Et on vous présentera cette démarche. Alors l'effort est à tous les niveaux, c'est-à-dire il est au niveau du modèle urbain, ce qui est essentiel, dont on ne parle pas assez en France, c'est-à-dire lutter contre l'étalement urbain, faire une ville resserrée, fabriquer un quartier dense à proximité immédiate du centre-ville, ça c'est du développement durable. C'est refaire le centre, c'est l'économie, c'est très important. Vous avez monté des projets avec le privé qui ont amené une dynamique économique formidable et qui ont amené aussi des visiteurs. Donc qui sont importants pour l'économie de la ville. C'est aussi, et j'aime beaucoup cette expression, je crois que c'est celle de Marc Ocuzen, qui a été directeur du développement durable, c'est avoir un espace calme et un espace piéton à distance de pantoufles, c'est-à-dire très près de chez soi. C'est une définition chez eux également du développement durable. Donc Hans Tollen, qui est coordonnateur de la qualité urbaine à Breda, va vous exposer plus largement ce que la ville a fait et ce qu'elle est en train de faire. Et David, je vais très mal prononcer son nom, Louers, qui a été directeur des espaces publics et qui maintenant est dans le privé, va vous montrer comment, autour d'un projet gare assez exceptionnel, se développent des espaces de liberté, des espaces d'initiative populaire pendant la crise et qui, aujourd'hui, sont récupérés dans le projet maintenant que vous êtes sorti de la crise. Ce que vous expliquera aussi sur le développement durable, c'est la gestion de l'eau, bien évidemment. Tout à l'heure, Pierre Sauveur en a parlé sur les Pays-Bas, la façon dont vous avez ramené l'eau dans le centre-ville et la façon dont vous gérez l'eau en dérivant des rivières, ce que j'ai trouvé tout à fait admirable. Et je me suis demandé pourquoi Anvers ne faisait pas la même chose avec l'ESCO, ce qui éviterait de mettre des digues. Donc, il dérive des rivières, ce qui permet d'accueillir la montée des eaux. Alors, cette expérience va vous être présentée et vous verrez aussi à quel point chez eux, le développement durable, c'est vivre ensemble, c'est la convivialité, c'est le plaisir d'habiter la ville, et c'est pas seulement une approche technique. Alors ça exige un travail collectif, donc des professionnels qui travaillent ensemble et avec les usagers pour y arriver. Juste encore un mot de présentation, vous verrez aussi que la figure de l'aménageur à la française n'existe pas. Donc c'est l'aménageur, c'est la collectivité. Ce qui peut-être peut poser problème, et peut-être qu'on aura quelques minutes pour l'évoquer, puisque la collectivité porte ce projet très ambitieux autour de la gare, qui exigerait un professionnalisme en termes de maîtrise d'ouvrage, mais donc on verra si on a un petit peu du temps pour échanger avec vous. Alors Hans, d'abord pour un aperçu un peu général de ce qui se passe à Breda. Breda n'est pas très loin de chez vous, ils sont venus en voiture, ça leur a pris 3 heures, donc si vous voulez y aller, vous verrez, vous seriez très très bien accueillis et vous pourrez découvrir tout ce qui s'est fait et puis le plaisir de la ville. Hans. Et en plus, le 9 avril, la liaison entre Breda et Anvers avec le TGV sera ouverte. Alors, on sera là très vite.
Alors, je vais vous raconter quelque chose. Je vais essayer de parler français, mais ça peut poser des problèmes. J'ai expliqué il y a 10 ans à le projet urbain chez nous qu'il y avait 3 copines de Français qui venaient chez moi. Et est-ce que c'est possible de dormir ici? Et moi, j'ai dit alors oui, c'est bien possible parce que ils sont, je voulais dire 3 matelas au grenier. Moi, j'ai dit 3 matelots. Alors, ils étaient très enthousiastes dans les... alors, ça peut poser des problèmes. OK. Urbanisme à Breda. C'est un nouveau mot dans notre profession. C'est une combinaison entre le urbanisme et le paysagisme. Et si on utilise l'eau beaucoup pour structurer la ville, et ça c'est nécessaire, le urbanisme, c'est le nom de la future. Oublie urbanisme, oublie paysagisme, c'est urbanisme de maintenant. Notre agenda de présentation, peut-être ils sont des gens dans la salle qui ne savent pas où est Breda. Je vais expliquer. Alors, un petit souvenir à l'atelier projet urbain il y a 10 ans. Beaucoup des projets qui sont commencés à ce temps-là sont prêts à ce moment. Je peux vous montrer quelques images. Mais après, l'accent est sur les nouveaux défis du centre de Breda. Ça, c'est notre nouveau marque de notre ville. Ce sont les 3 croix d'Andreas. Et tout le monde chez nous peut faire ses propres croix. Et ça, c'est intéressant. Ce sont des instituts chez nous qui se présentent avec les 3 croix. Alors l'hôpital avec des bandages, et les usines avec les trucs comme ça. Alors, OK, où est Breda? C'est ici. Ici, c'est Rotterdam. Ici, c'est Anvers. C'est au milieu. Ça, c'est une image de Pays-Bas. Alors, si les digues cassent, on aura en bleu seulement de la mer. C'est pour ça, ici, c'est Breda. Ce sont beaucoup de fleuves qui viennent de la frontière belge. Et le léger, c'est le sable, et ça, c'est le terrain humide. Alors, dans un courant, ça monte vers les grands fleuves. C'est Aldo Rossi qui a fait un petit folie ici pour se préparer pour la situation si vous continuez à conduire dans les voitures et des trucs comme ça. Hein. Alors, c'est important. L'eau, c'est un directif et opportunité dans l'histoire. Ça, vous voyez que ici il y avait la fleuve à côté de la fortification de Breda. Et si après les murs sont détruits, on a créé un canal autour de la ville qui est important. Et ça, c'est un poème d'un jeune architecte dans le centre-ville, jeune comme la pluie et la fleuve pour toujours. Alors, le système de l'eau, vous voyez les fleuves qui viennent de la Belgique. On a de l'urbanisme vers l'urbogisme. On a fait avec les institutions qui s'occupent avec l'eau un grand plan de l'eau de notre région. Et on a fait, qu'est-ce qu'on fait avec de l'eau? Récréation, nature, usage, utilisation, gestion, énergie et développement urbain. C'est tout élaboré. Et c'est incroyable que la significance de l'eau dans le développement de la ville. Alors, des petits souvenirs. On sait chez nous quoi faire avec l'eau. On utilise le paysage. C'est une grande extension de la ville de 30 000 habitants et on utilise les structures du paysage pour construire des nouvelles maisons. On a visité il y a 10 ans. La machine de l'eau, c'est cette machine ici et on rassemble l'eau de tissus urbains et du village et on nettoie ça ici pour inonder ce polder pour garantir la biodiversité. Alors l'eau est très importante par là. Hans, est-ce qu'on peut rajouter une notion qui me paraît très importante aussi aux Pays-Bas en général et chez vous, c'est la notion de limite de ville. Ça veut dire qu'il n'y a pas d'étalement urbain puisque vous définissez des nouveaux quartiers qui établissent des limites franches et nettes avec la nature artificielle. Oui, c'est ça. Alors, et la croissance organique de la ville, c'est aussi important. En combination avec le paysage et la ville. Alors, ça, on a créé des parcs écologiques comme des catalystes de transformation de ville. Celui-là, c'était le point le plus social, le plus bas des Pays-Bas. Mais on a créé des maisons de moyen prix et de prix haut à côté des logements sociaux.
Et ça marche très bien. Et on utilise aussi le paysage et l'eau pour un catalyseur de qualité. Alors, c'est notre vallée sacrée, avec des petits châteaux. C'est dans le sud de Breda, c'est un des fleuves qui vient de la Belgique. Et c'est utilisé pour la rétention de l'eau, parce que la frontière belgique, qui est à peu près 15 km de notre ville, est à 25 mètres de hauteur, et la ville est à 3 mètres au-dessus, au niveau de la mer. Des liaisons vertes, on a utilisé l'argent de l'État central pour lier un village à la ville, avec des parcs ducts, en effet. Et on est en train de faire une vertification de centre-ville. Alors ça, c'est comme ça, à ce moment, c'est le centre médiéval, et ça sera l'image de 2050. David était responsable à son temps comme directeur chez nous pour le parc Valkenberg. C'est entre la ville médiévale et le centre-ville. Et on a aussi, ça c'était un port dans l'histoire, c'était séché dans les années 60 et c'est réouvert. Ça c'était pendant 40 ans comme ça, et au-dessous le premier garage souterrain des Pays-Bas. Et maintenant c'est réouvert et vous voyez que alors c'est une extension du centre-ville en effet. C'est bien utilisé. Ça ne marche plus. Ah oui. Ça c'est important. La conscience de l'importance de l'eau pour les citoyens. Ça c'est aussi pour l'adaptation au climat. Ça c'est une pompe, maison des pompes des égouts. Vous voyez, il y a de l'eau qui coule du toit à travers les murs. Et dans l'hiver c'est gelé, mais ok. Et aussi ça c'est une pompe des égouts. Parce que les gens ils payent des taxes pour les égouts. Et comme ça, c'est pour ça. Hein? C'est conscience. Le Chassé-Park, c'est un ancien baraque militaire. Avec Rem Koolhaas, de Office of Metropolitan Architecture, on a transformé ce baraque militaire avec des fonctions culturelles et des bureaux dans les lisières, mais dans le centre des bâtiments résidentiels. Et c'est un parc sans voiture. Alors, il y a des adaptations spatiales au climat aussi. On a une plage de ville, on a des fontaines bleues, on a des murs, on a des points de l'eau, des trucs comme ça. Alors, les nouveaux défis du centre-ville. Ici, c'est les frontières de notre municipalité, et ça, c'est le centre-ville. Ici est la route Rotterdam-Anvers et le TGV, et ici est la route vers l'Est. Et en avant, c'était seulement ça, c'est que c'était le centre-ville. Mais on a créé une nouvelle gare ici, et ça, c'est une raison pour redéfinir le centre. Aussi, la pièce nord j'ai vu les images d'Amiens, mais peut-être ce concept peut être intéressant pour Amiens aussi. Une gare qui est orientée à deux côtés. Alors, la redéfinition du centre. On a beaucoup de dynamique dans notre ville. Ici, ici, il y a le Chassé-Park, ici, il y a la gare, et tous les territoires qui sont soulignés en bleu sont des zones à transformer. Ici, il y a la grande prison, ici, il y a une autre baraque militaire, ici, est la zone de la gare, ici, est le quartier du port, ici, est le terrain d'une ancienne sucrerie. Alors, c'est 124 hectares à transformer, comme beaucoup de villes européennes, en effet, dans lesquelles l'industrie a disparu. Alors, quoi à faire? Alors, on doit le définir. Alors, on a dit, alors c'est nécessaire de libérer le prison. Parce que c'est dans le cachot des tissus urbains. On doit libérer le prison. C'est intéressant comme une contamination, je crois. Aussi ici, on doit redéfinir le port, on doit donner une nouvelle fonction au centre médiéval avec la restructuration de retail et des trucs comme ça. Alors, réfléchir sur ce point, c'est important. Ça, c'est la nouvelle gare, c'est intéressant. Ça, c'est le meilleur bâtiment des Pays-Bas. C'est nommé par l'Union des architectes. Et on a dit alors, on fait aussi un paysage ferroviaire ici. Alors, si on entre dans à Breda,
On entre par un parc, ici, à deux côtés, et on entre dans la cathédrale de transport. Ça, c'est ce bâtiment. Et ce bâtiment, c'est celui-là, c'est très grand, vous voyez, pour une ville de moyenne taille. Dans ce bâtiment, on a des logements, on a des bureaux, logements. Sur le toit, il y a un parking de 700 places, voitures. Il y a une station pour le bus, des quais pour le TGV et aussi pour les trains normaux. Et alors, c'est un complexe très grand. Et vous voyez ici une image du paysage ferroviaire à côté des traces de chemin de fer. Et vous voyez ici notre nouveau palais de justice qui est construit un peu par là. Quelques images de ce bâtiment. Et à cause de ce bâtiment, ça lie le sud et le nord de notre centre-ville à l'un l'autre. Et ici, vous voyez aussi combien de hectares on peut transformer à côté. Ici, le grand palais de justice. C'est très courageux de le ministère de le faire ici, avec un terrain de sucrerie qui est tout ouvert à ce moment. C'est très intéressant, très intéressant pour des villes de moyenne taille en France. Hier, le bâtiment, le palais de justice ici, et entre la gare et le palais de justice, ça sera construit dans les années prochaines. Et à l'autre côté du route, ça c'est déjà construit. Et ce quartier ici, nous avons dit à nos collègues jeunes d'acheter ici une maison il y a 5 ans pour 200 000 euros, par exemple, et maintenant ils peuvent l'acheter pour 400 euros. C'est incroyable, c'est un quartier ouvrier. Hein? Mais à cause du fait que c'est devenu une part du centre-ville, c'est bien. Un autre défi, c'est une autre baraque militaire, c'est par là. Peut-être vous pouvez vous souvenir qu'on a fait la fleuve, reconstruit la fleuve jusqu'à ici. Et on va finir ce fleuve de finition. Ça sera fait ici. C'est un catalyseur pour le développement de ce terrain. On va créer, parce que ça c'est un terrain dans lequel tout le temps il y a de l'argent qui est pompé dedans par les citoyens. Le bureau de taxes était là et le militaire. Mais maintenant, on va retourner l'argent à les citoyens. Juste un mot, Hans, je crois que pour le public français, c'est intéressant de savoir que quand il crée le canal, donc il fabrique de la valeur. Et donc, si une parcelle se reconstruit, elle est obligée de reverser des taxes à la ville. D'une certaine façon, la ville finance, en partie en tout cas, le canal par ces taxes. Ce que nous ne pouvons pas faire en France, c'est-à-dire récupérer la plus-value, n'est pas possible. Ce qui est pour eux un instrument quand même majeur pour pouvoir en effet aménager la ville pour une petite ville, donc 160 000 habitants. Ouais. Bah, maintenant, on a c'est David qui est engagé sur ce point-là. C'est le quartier du port, c'est ici. Et ça, c'est la sucrerie. Et ça, c'est intéressant. C'est un terrain, ça va devenir un quartier tout à fait nouveau pour Breda. Tous les nouveaux concepts de l'énergie, de nature, de écologie sont intégrés dans ce terrain-là. C'est une opportunité unique et c'est un défi pour 30 ans pour notre ville. C'est un grand territoire. Ici, si on achète trop de ces machines, ça sera impossible, je crois. Mais on fait ici est le quartier du port et ici est le terrain de sucrerie. Et ça, c'est un des scénarios qu'on a fait pour ce terrain-là. Parce que la ville sera de plus en plus compacte et c'est nécessaire d'organiser des bassins de rétention de l'eau quelque part. Et ici, c'est le part le plus bas de Breda et c'est possible de faire une rétention de 100 000 cubes mètres de l'eau. Et ça, c'est important à cause du changement de climat. Maintenant, on pense même à faire partiellement une ville flottante, parce que c'est intéressant, c'est aussi un programme flexible, hein, on peut changer ça. Voilà, ça c'est un aerial view du quartier du port et la sucrerie. Ici, de l'autre côté. Maintenant, c'est intéressant parce qu'ici, il y a une plage
et David va raconter quelque chose sur les développements ici et ici, l'informalité d'aujourd'hui. Ici, il y a le quartier du port. Ça, c'est le port, petit port, c'est pas Rotterdam, c'est un petit port intérieur. Et ça, c'est le urbanisme en pratique, une perspective pour le quartier du port. Il y a 5 ans que nous ne voulons pas faire des trucs comme ça. Mais maintenant, pour stimuler le débat dans notre ville sur ce quartier, on a fait cette image. Et avec notre institut, notre chambre d'urbanité, ou le collègue de Flandre, de Belgique, on va organiser une soirée pour réfléchir sur tous les défis qui sont là-dedans. La relation entre cet îlot et l'eau. La future de ce paysage fluvial ici, qui est important pour la rétention de l'eau. La réutilisation ici des grandes halles. Halle Pajol, près de Gare de l'Est, est un exemple intéressant pour nous. Alors, avec l'Institut d'architecture chez nous, on va faire une soirée binoculaire sur cette image pour réfléchir sur les... Peut-être un mot pour ceux qui ne connaissent pas la Halle Pajol à Paris. Donc la Halle Pajol est une véritable centrale solaire qui avait été conçue par Françoise-Hélène Jourdan, malheureusement décédée, qui était la papesse du développement durable en France. Et c'est un lieu assez extraordinaire. C'est une auberge de jeunesse, c'est en même temps des restaurants. Et c'est une opération qui est entièrement faite de services publics et qui a été un lieu très important d'appropriation par les réfugiés aujourd'hui. Et il y a un parc magnifique le long notamment des voies ferrées. Donc c'est vrai que ça reste un modèle assez extraordinaire que tout le monde ne connaît pas. Alors, pour réfléchir sur ce nouveau quartier, on a créé des scénarios extrêmes pour la sucrerie. Alors, ça c'est le quartier du port et ça c'est la sucrerie. On a dit, alors, si on fait des entreprises dans ce terrain, maintenant c'est dans le zoning plan, le plan de destination, ce sont entreprises jusqu'à catégorie 3 de pollution. Alors, ça sera comme ça. Alors, si l'eau est le plus important ici, on aura une idée comme ça. Si le verre est le plus important, une liaison entre le stade de notre groupe de foot, team de foot, NAC Breda, toujours quelque part en bas dans la compétition, mais c'est la plus jolie atmosphère de tous les stades aux Pays-Bas. Et parfois, ils gagnent de Ajax et Feyenoord. Mais alors, le vert, ici, entre la gare et le stade, c'est important. Ici, alors, si ça devient la centrale énergie pour Breda, on aura un plan comme ça. Et si on fait un parc de loisirs, on fait un scénario comme ça. On a fait les meilleurs de tous et on a rassemblé dans le nouveau. Alors, moi je suis prêt. Hein? Ok, David. Ça veut dire quoi la bénédiction déguisée? C'est David qui va l'expliquer. Ah d'accord. Bon, David va expliquer. Alors peut-être reste à côté de David parce que son français est approximatif, il a peut-être besoin de ton aide. David. Bon. David fait l'effort de parler français. Merci. Mon français est pauvre et j'ai besoin de courage pour faire ça. J'ai un papier et je lis et quelques illustrations qui disent plus. Je suis David Loers, je suis formé architecte paysagiste, mais je ne suis pas un concepteur. J'aime, avant le processus de conception, de créer des conditions favorables pour un développement. Alors, c'est depuis 2004 que la municipalité de Breda avait l'objectif de commencer un réaménagement, comme mon collègue a expliqué, au quartier de la Porte. Et ça commence, cet développement, avec acheter d'immobilier industriel dans le friche industriel nord de la cité.
En rouge sont les achats de la municipalité. Et puis la crise est venue. La crise était premièrement financière et a frappé surtout le secteur immobilier aux Pays-Bas. Cela est dû à la méthode de financement d'achat de la maison, parce que l'intérêt de la dette est en partie compensé par la taxe individuelle. C'est pourquoi la crise était plus longue et plus profonde que dans nos pays voisins. Dans la friche industrielle, les bâtiments achetés par la ville sont restés vides et les trains abandonnés. La municipalité n'avait pas aucun moyen de poursuivre le développement à cause aux réductions brusques. Il n'y avait aucune demande pour l'immobilier commercial et résidentiel. Le développement a stagné. Normalement, un développement urbain dissipe les fonctions les plus faibles et moins rentables. Mais maintenant, le contraire est arrivé. Les pionniers sont venus et ont vu leur chance. Créateurs de meubles, de pain, de poèmes, de bicyclettes, de sculptures, d'une plage, ils ont apporté beaucoup d'idées et beaucoup d'énergie, mais très peu de ressources. Le mouvement des pionniers était sympathique et ils ont reçu beaucoup d'éloges. La municipalité a finalement décidé de donner beaucoup d'espace à cette énergie. Vous savez que les Pays-Bas ont beaucoup de règles, donc le développement prend beaucoup de temps. Mais pas dans ce cas, parce qu'un État libre a été créé pour ces pionniers. Seule la sécurité et le consentement mutuel sont les règles. Très bien. Deux garçons qui voulaient brasser de la bière avec une nouvelle saveur. Un fils d'un réfugié vietnamien qui voulait démarrer un skatepark. Maintenant, les bières sont brassées et peuvent être achetées dans les supermarchés. Et le skatepark est réalisé dans un hangar vide. Maintenant, une entreprise rentable. Yeah. Quelques illustrations. Ja, volgende suite. Le skatepark. Ja. Et quelques images de la plage. Volgende. Oh, je hebt een... Oké. Volgende. Dans une autre partie de la quartier, était également un petit parc d'affaires pour la conservation des fruits et des légumes. Et ce site d'entreprise est comme une charnière entre l'existant et le futur quartier résidentiel. Dans les hangars, Life Art est développé, un art expérimental de danse, théâtre et musique qui ne se limite pas au théâtre. Chaque espace peut être la scène. Ça, even het plaatje terug. Nous arrivons à la contradiction dans le développement formalisé que c'est informel. Cette formalisation n'est pas avec de grandes architectures, mais avec des petites interventions physiques et rapides qui peu à peu améliorant la qualité de la pratique culturelle. Nous évitons les gros investissements car ils augmentent trop la location des bâtiments. Cela rend également intéressant pour les créateurs de départ. Et nous voulons que les créateurs sont dans le développement. Pas seulement une salle de théâtre, mais les créateurs. Je suis sûr qu'un tel...
En même temps, nous travaillons sur des plans d'habitation en bordure du quartier. Je suis sûr que sans cette crise financière, un tel terreau culturel n'aurait jamais été fait. Alors ça, c'est la bénédiction déguisée. Créer valeur, pas seulement économique, mais aussi culturelle. Pas marginalisée, mais incorporée. Merci. Merci David et merci de l'effort de parler français qui n'est pas votre langage courant. Merci donc beaucoup. Et puis, je ferai juste une remarque avant que vous puissiez prendre la parole, sachant qu'on pourra aller jusqu'à 12h30, on a commencé avec beaucoup de retard. Moi, j'ai travaillé sur Amsterdam, on a fait un atelier projet urbain et un livre, et ce qui nous a frappé, c'est la même démarche, c'est-à-dire la crise a amené la ville ne pouvait plus faire de grands projets, elle les a mis en stand-by, et elle a créé des espaces de liberté, comme vous à Breda. Et donc, des créateurs s'en sont emparés et ils ont eu des baux sur 10 ans. Et ils ont créé des choses assez extraordinaires, comme par exemple de Quevel, où on a fait un quartier avec des bateaux provisoires qui c'est devenu un haut lieu à la fois de bureaux et puis de tourisme. Et puis bientôt, d'ailleurs, la concession s'arrête. On se demande comment on va faire la ville, parce qu'elle ne peut pas arrêter ces projets qui sont magnifiques. Mais surtout, ce qui est intéressant, c'est que donc, les urbanistes d'Amsterdam nous ont dit on a découvert qu'on n'était pas Dieu. Et que des projets extraordinaires pouvaient venir de la société civile. Et on a intégré ça dans notre nouvel ADN, dans notre nouvelle façon de faire la ville pour apporter de la diversité, des programmes différents. Donc là, vous avez la même démarche et ce qui est très, très riche, très, très intéressante parce que ça permet de faire une ville moins ennuyeuse, plus subtile. Et on se demande au plan économique comment ça marche. Est-ce que c'est rentable de faire ça? Est-ce que ça valorise le quartier? Au secours. De vraag is of het rendabel is. Ja, op den duur wel. Ja. Oui. Het verhoogt de grondprijs. Oui. David dit que les prix du sol montent à cause de ces démarches. À cause de ces... ils s'appellent aussi un peu des lock-hipsters. Vous connaissez le nom, lock-hipsters? Ce sont des jeunes entrepreneurs innovants. Et alors, beaucoup des urbanistes comme nous, nous avons fait des quartiers assez non vivants, en effet. Alors, ces initiatives sont très importantes pour avoir un quartier vivant, je crois. C'est des programmes qu'on n'aurait pas imaginés, en fait. Oui, oui. Mais nous avons un expériment national. Parce que dans ce territoire, ils ne sont pas des règles. Oui, c'est ça. C'est une zone libre. Alors, la seule règle est que le voisin doit être d'accord, et ce sont des entreprises déjà par là, et ça serait secure pour les enfants. C'est très intéressant qu'on fasse une analyse juridique pour voir si nous, on serait capable de faire ça. On va prendre votre parole. J'imagine que certains connaissent Breda, d'autres ne connaissent pas. Si vous avez des questions, vous n'hésitez pas. Je ne sais pas s'il y a quelqu'un qui passe. Oui. Est-ce qu'il y a des commentaires, des réactions? On a eu la chance d'avoir des interventions relativement ramassées qui permettent de laisser un peu de temps au débat. Personne? Si, bien sûr. Vous pouvez dire qui vous êtes? Franck Godin, donc je suis géographe urbaniste à l'université de Lille. Alors merci pour le français, c'était bien amené, je trouve. Le duo était bien, l'histoire sur les matelots aussi. Une bonne introduction. Donc bien sûr, moi je connais pas Breda, mais ça invite à aller connaître et à découvrir un petit peu ce territoire. La question que je me pose, c'est par rapport à ce projet de gare. Qui est déjà en place, c'est avec cette réalité d'augmentation du foncier. C'est-à-dire on passe d'une maison qui a un coût qui a une valeur de 200 000 euros à 400 000 euros sur un quartier ouvrier. Quid de la population? Est-ce qu'il y a
de nouvelles populations qui arrivent, et celles qui étaient sur place, que deviennent-elles? Et dans un État où il y a une certaine liberté, donc maintenant de décision avec son voisin, avec les uns et les autres, est-ce qu'il y a aussi une éducation auprès de la jeunesse sur l'évolution de leur propre territoire pour aujourd'hui, mais aussi pour demain? Donc c'est deux questions différentes. Il y a la gentrification et il y a la préparation de la population à cette évolution. Oui, oui. Mais je crois que c'est vrai, oui. Maintenant, c'était plutôt un quartier des jeunes professionnels, hein, de plus en plus. Et avant, c'était un quartier de famille. Maintenant, c'est un mix, mais il faut faire attention que ça reste un mix. Mais qu'est-ce qu'on peut faire comme municipalité? Parce que c'est une question de la marché. Ce qu'on peut faire, et avec le quartier du Port à côté, c'est aussi une pièce de ce quartier, en effet. On doit être sûr qu'on construit aussi des maisons au niveau de HLM, pour les jeunes, des petites maisons, des maisons familiales, une combination. Alors ça donne des nouvelles questions pour nous, pour nous engager avec votre question. C'est vraiment important. L'autre question, c'était habituer la population, les habitants à ces évolutions. Ah oui, c'est fait avec la population. Alors on a fait beaucoup des ateliers avec la population de ce quartier, mais aussi de la ville, sur le développement de quartier du Port. Et aussi avec les hipsters, les gens qui organisent le skate, le palais de skate, des trucs comme ça. Et ce sont des ateliers très intéressants et très vivants. Ce sont des ateliers ouverts. Ce ne sont pas limités à cause des fonciers ou des trucs comme ça. Ce sont des ateliers libres. Enfin, pour moi qui ai connu le quartier pendant qu'il était en transformation, il n'y avait plus tellement d'ouvriers. Hein. C'était plutôt un quartier de friches, abandonné. Et là, on est sur une gare TGV. Donc, avec l'idée d'avoir une extension de la polarité du centre et aussi créer de la valeur et créer des emplois. Parce qu'un des problèmes, enfin, une des raisons principales pour laquelle vous êtes lancé dans un projet urbain, c'est pour que les familles puissent rester sur place, qu'il y ait de l'emploi pour les jeunes. Donc, je pense que cette démarche, elle va dans cet esprit-là, dans une réflexion sur la création d'emplois. Ce qui est un grand choix pour notre gouvernement, c'est très facile d'être une ville dormante pour Amsterdam. Alors, c'est seulement 1 heure de gare Breda à la gare centrale d'Amsterdam, avec le TGV. Alors, on peut, comme le développement de Bordeaux, avec le TGV, c'est aussi pour nous, c'est une question. Mais nous voulons être une économie indépendante. Alors, c'est important de réfléchir sur des nouveaux paysages de travail. Oui, ça me paraît une dimension du développement durable qui est majeure, prise en compte dans cette ville, alors que très souvent, pour nous, le développement durable, c'est de l'environnement tout court. Or, on oublie les 3 piliers quand même, qui sont l'économie, la société et l'environnement. Et ça me paraît tout à fait essentiel. J'imagine qu'il y a d'autres réactions. Il y a des connaisseurs de Breda dans la salle qui connaissent et qui peuvent peut-être réagir, oui, là. Donc Pierre Sauveur, qui connaît bien, donc qui est belge et qui connaît les pays voisins parfaitement. Oui, bonjour, merci pour l'exposé. Dank u wel voor alles. Et en étudiant un peu la Hollande, on s'aperçoit souvent, pas toujours, la preuve, qu'une des grandes caractéristiques des territoires hollandais est qu'ils appartiennent à la Hollande et pas à des personnes. Le développement, Ariella faisait allusion au développement de Keuvel, à Amsterdam, dans le nord d'Amsterdam. Mais c'est la ville, pour développer son territoire, qui a donc réfléchi à organiser un think tank entre différentes associations et qui leur a cédé le territoire pour 10 ans pour développer leur projet. Mais sans coût, sans argent pour le territoire. Comme à Amsterdam, la plupart des fonciers
appartiennent à la ville, ce qui est un grand avantage, évidemment, puisqu'elle a la clé de tous les projets. Elle a l'argent du terrain, ce qui est tout de même une donnée très importante. Si je comprends bien, chez vous, vous avez parlé de développer sur des terrains privés qui appartiennent peut-être au privé. D'où vient, pourquoi ça? Est-ce que ça n'appartient pas aussi à la communauté? Zal ik die maar beantwoorden? Oké. Il y avait un grand développement aux Pays-Bas à ce niveau de financement des projets, parce que chez nous, c'était possible dans les extensions des villes de gagner de l'argent. On a acheté des terrains agriculturels et on pourrait le vendre après préparer pour bâtir à un prix assez haut. Et avec ça, on pourrait bien investir dans les centres-villes. Ça, c'est un. Le projet de la gare, on avait des fonciers extra de l'État central, parce qu'il y avait 6 gares aux Pays-Bas qui étaient importants pour le TGV. C'était aussi Breda. Alors, c'était des extra moyens pour réaliser. C'est le deuxième. Le troisième foncier, c'était un foncier national au niveau de reconstruction urbaine. Et on peut dire, après les dernières élections, les 2 dernières élections, la question urbaine n'est plus dans l'agenda au niveau national. Et ça, c'est un grand problème pour nous, parce que nous avons calculé qu'avec tous les développements que je vous ai montrés pour les prochaines 24 années, nous avons besoin de 350 millions à 400 millions d'euros à investissement public, et nous pensons que nous n'avons que 250. Alors il manque 150 millions d'euros pour réaliser ce développement. Mais ce sont des investissements publics. Et c'est un investissement, c'était dans l'article, dans le casco, parce qu'il y a la disruption entre le développement technologique à ce moment et notre système de planification. Et pour nous, du début d'un projet jusqu'au fin, c'est à peu près 7 années. Et c'est assez vite, 7 années. Mais il y a 4 ans que j'ai fait un plan pour la ville. Et j'ai pensé, alors, il y a des bicyclettes électriques. Maintenant, la moitié des bicyclettes qui sont vendues sont des bicyclettes électriques. Et ça donne une complètement autre idée sur la mobilité dans la ville. Alors, il faut réfléchir sur un casco de la ville pour être possible, pour le faire possible d'être flexible sur ce développement. Et il faut réfléchir au niveau de la ville sur le casco de la ville. Si j'ai bien compris, vous avez une réglementation assez raide et dans laquelle vous cherchez à trouver des marges de liberté pour innover, ce que vous faites au quotidien. On prend encore une seule question, parce que c'est vrai qu'on a commencé en retard, mais on va laisser la place au prochain atelier. Est-ce que vous avez encore une question? Oui, ici. 2. Alors, on va prendre 2 questions, on les prend ensemble, et puis Hans va répondre très brièvement. Pendant que vous posez votre question, moi il y avait une précision qu'il est utile d'apporter. Dans les espaces d'extension, vous avez de l'ordre de 120 hectares, c'est ça? 120 hectares. Et 120 hectares, ils veulent monter les opérations en partenariat public-privé, et du coup, ils les réduisent à des opérations de 20 hectares, parce qu'une opération en partenariat public-privé ne peut pas atteindre cette somme-là. On avait rencontré le même problème à Birmingham, où ils réduisaient à 20 hectares. Et donc, il y aura 6 opérations de 20 hectares montées en partenariat public-privé avec un phasage qui est le vôtre. Alors, allez-y, vous êtes Philippe Druon, urbaniste. Voilà, je suis venu à Breda plusieurs fois, dont une fois avec Hans et Marc, avec cette double vision d'un urbanisme basé sur l'eau, et Marc était aussi imprégné de cette compréhension de l'eau qu'on comprend bien spécifique. Sur le problème du foncier, c'est vrai que le collègue l'a dit, ce qui caractérise l'Europe du Nord, c'est une maîtrise foncière sur laquelle on gagne un temps formidable d'opération. Mais ce qui, à mon avis, est aussi important à souligner ici, c'est l'importance qu'ont les directeurs de l'urbanisme dans les collectivités
nordiques, où ils ont un pouvoir de police et où le maire dit de toute manière je m'ennuie pas, moi je donne les grandes directives au niveau de l'aménagement et après les plans de détail sont faits par les services et s'ils se trompent ce sera de leur faute. Et je pense que c'est un peu quelque chose qui nous manque chez nous. C'est plus un commentaire qu'une question. Il faut noter aussi que les maires sont nommés par la reine et pas élus. Par contre, la municipalité est conduite par les adjoints qui sont élus. Encore une question ici, ce sera la dernière. Vous êtes... Vous pouvez avoir le micro parce que la salle n'entend pas. Je voudrais revenir sur la notion d'État libre. Je n'ai pas bien compris dans l'exposé. C'est libre de quoi? Ça veut dire que c'est une concession qui est donnée pour l'installation définitive. C'est un lieu éphémère. Qui prend en charge les investissements, même si on est passé de micro-investissements pour les aider plutôt qu'à des grands projets? Qu'est-ce que ça révèle, une notion d'État libre? Et est-ce qu'il y a une fin? Est-ce qu'il y a une date d'occupation ou de réinstallation? La dernière. Tu veux voir? Okay. C'est une réglementation, plus qu'autre chose. Ok, c'est une question intéressante. Nous avons investi comme ville un petit peu, pas beaucoup. Par exemple, pour la plage, on a payé pour le sable. Hein? Mais le bâtiment qui est construit des déchets de la ville, en effet, par les gens qui ont pris l'initiative. On a fait une place libre jusqu'au 2023. Alors, c'était pour une période de 10 années pour une place libre. Mais maintenant, comme David a expliqué, c'est tellement intéressant que ces investissements informels sont incorporés dans la planification formelle de la ville. Alors, ce sont des bâtiments qui sont très flexibles en construction parce que c'est pas... Hein? Oui, hangar et dans la... Oui, alors c'est flexible, en effet. Mais vous pouvez poursuivre l'échange peut-être après, pendant le café. Il faut que nous laissions place au prochain atelier. Non, je remercie beaucoup les intervenants et le public qui a été très participatif. Et puis si vous avez envie d'aller voir, Hans vous accueillera avec plus grand plaisir. Ils sont très accueillants à Breda. Voilà, merci beaucoup. Merci.